Deux policiers pensaient pouvoir humilier un homme qui correspondait à la description, mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Kynan Ruker avait combattu de véritables batailles et qu'il n'était pas prêt à perdre celle-ci. Il y a un moment dans la vie où tout ce que vous savez sur vous-même est mis à l'épreuve, et il ne vous prévient jamais. Pour Kynan Ruker, ce moment est arrivé un samedi après-midi chaud, devant le magasin Gradius Hardware, à la périphérie de Bismarck, dans le Dakota du Nord. Kynan ne pensait à rien d'autre qu'à terminer la liste que sa mère lui avait envoyée. Des gants de jardinage, un embout de tuyau et quelques sacs de terreau, des courses ordinaires. Il était habillé comme n'importe quel autre gars après un jogging matinal, un short de sport noir, un hoodie, des baskets encore un peu poussiéreuses du sentier. Rien de spécial, rien de suspect. Mais dès qu'il a poussé la lourde porte en verre, le monde semblait se décaler. « Eh, arrêtez-vous là !» lança une voix. Kynan n'eut pas le temps de lever les yeux avant que deux policiers ne se rapprochent rapidement. Le lieutenant Wade Coulson, un grand homme au visage rougi par le soleil et un rictus permanent, saisit l'épaule de Kynan avec suffisamment de force pour faire basculer son hoodie sur le côté. L'agent Brent Marberry, plus jeune mais tout aussi agressif, se plaça pour bloquer la porte. Kynan leva instinctivement les mains, paumes ouvertes. « Que se passe-t-il » demanda-t-il d'une voix calme mais ferme. « Tu sais très bien, » rétorqua Coulson, avant de le pousser brutalement contre le mur de briques à l'entrée, un bruit sec résonnant dans le parking, attirant l'attention de tout le monde autour, des familles chargeant leurs voitures, un adolescent faisant du vélo, même un homme âgé poussant un chariot rempli de sacs de terre. Kynan ne résista pas, ce n'était pas ce qu'il avait appris à faire. « Vous faites une erreur, » dit-il calmement. Marberry marmonna en tirant les bras de Kynan en arrière et en serrant les menottes trop fort. Trop serré. « Tu t'es fait avoir cette fois, hein ? Faire quoi ?» Kynan n'était même pas encore entré dans le magasin. Une femme en robe d'été s'arrêta près de son minivan, les yeux écarquillés. Un adolescent sortit son téléphone. Un couple âgé se murmura quelque chose près du retour des chariots. Les gens regardaient, mais personne n'intervint. « Ma carte d'identité est dans ma poche arrière, » dit Kynan d'une voix basse. Coulson l'ignora. « Tu corresponds à la description, » aboya-t-il en traînant Kynan vers leur voiture de patrouille. « Quelle description » demanda Kynan. « Tu n'as même pas vérifié, » rit Coulson d'un rire court et méchant. « Pas besoin, tu es celui qu'on cherche. » Marberry rigola aussi, comme si tout cela n'était qu'une blague privée. Ils le jetèrent à l'arrière du véhicule sans dire un mot, la porte se refermant sur lui comme une insulte finale. Kynan resta là, fixant droit devant lui, le cœur battant, mais ce n'était pas de la peur. C'était la colère profonde et lente qui surgit quand on se rend compte qu'aucune quantité d'effort, aucune preuve de soi-même, ne suffit. Dans leurs yeux, à cet instant, il n'était rien. La voiture de patrouille tourna au ralenti pendant un long moment, puis un appel passait par la radio. Mauvais gars, suspect déjà arrêté de l'autre côté de la ville. Pas de hoodie, pas de short de sport, aucune ressemblance. Coulson jura sous son souffle, le visage de Marberry devint rouge. Sans un mot, ils ouvrirent la porte et démenotèrent Kynan sur le champ, dans le parking, sans excuse ni explication. « Dégage d'ici » grogna Coulson, comme si Kynan était un chien errant qu'ils en avaient assez de maltraiter. Kynan se leva lentement, se frottant les poignets, et croisa leurs regards, calme et implacable. « Vous allez entendre parler de moi, » dit-il simplement. Coulson renifla, Marberry détourna le regard. Kynan se tourna et marcha vers l'entrée du magasin, où les gens le fixaient encore, certains chuchotant, d'autres faisant semblant de ne rien avoir vu. Il prit un chariot d'une main ferme, le poussa vers la section jardin, et commença à cocher sa liste, gants, embouts de tuyaux, terreau, comme si de rien n'était. Du moins en surface, mais quelque chose avait changé profondément en lui, et il savait que la prochaine action ne serait pas silencieuse. Kynan termina ses courses, mais c'était mécanique. Son corps bougeait, attrapant des articles, poussant le chariot, répondant à la caissière par de simples hochements de tête. Mais son esprit suivait une toute autre voie, celle qui vous fait serrer la mâchoire sans que vous en ayez conscience. En chargeant les sacs de terre dans son coffre, la douleur dans ses poignets ressurgissait à chaque mouvement. Ses menottes n'avaient pas été mises par erreur, elles avaient été mises. Avec malveillance, il jeta un dernier regard sur le parking. Les officiers étaient partis, mais le souvenir de l'incident restait lourd et déplaisant. « Kenan » appela une voix. Il se tourna pour voir M. Dalton, le vétéran de l'armée à la retraite, qui tenait un magasin de films pour adultes 2 portes plus loin. Cheveux coupés en brosse, jean délavé,
Une légère odeur de café et de sueur flottait autour de lui. « Ça va, mon garçon ?» demanda Dalton, l'inquiétude se lisant sur son visage. Kenan força un petit sourire. « Oui, monsieur Dalton, juste un malentendu. » Dalton fronça les sourcils, l'air sceptique. Ça ne ressemblait pas à un malentendu, d'après ce que j'ai vu. Kenan ne répondit pas. Il n'était pas encore prêt à parler. Il haussa simplement les épaules comme si ça n'avait pas d'importance. Dalton plissa les yeux. « Ne les laisse pas te marcher sur les pieds, pas toi. » Kenan hocha légèrement la tête. « Je ne le ferai pas. » Dalton lui donna une tape ferme sur l'épaule avant de retourner dans son magasin. Ce fut un petit moment, mais il s'y attarda. Il conduisit chez lui en silence, sans musique, sans nouvelles, juste le bruit des pneus roulant sur l'asphalte et cette pensée persistante que quelque chose devait être fait. Pas avec des poings, pas en criant, mais avec quelque chose qu'il ne pourrait ignorer. Lorsqu'il arriva dans son allée, Kenan gara son camion et resta là un instant, les clés toujours dans le contact. Son quartier était calme, de petites maisons à 2 étages longeaient la rue, des vélos d'enfants abandonnés dans les allées, des arroseurs qui faisaient tic-tic dans les jardins. Normal. Sûr. Ou du moins, ça aurait dû l'être. À l'intérieur, sa mère, Francine Rucker, appela depuis la cuisine. « C'est toi, bébé ?» « Ouais, maman, » répondit-il en enlevant ses baskets près de la porte. Elle passa la tête autour du coin, s'essuyant les mains sur un torchon. « T'as tout ce qu'il te faut. » Il sourit, cette fois sincèrement, fatigué mais authentique. « Ouais, j'ai tout pris. » Elle le regarda un peu plus longtemps que nécessaire. Les mères savent des choses sans avoir besoin de demander. « Tu es sûr que ça va ?» demanda-t-elle doucement. Il hésita, puis hocha la tête. « Juste fatigué. » Elle ne poussa pas, lui lança juste un regard qui disait qu'elle était là s'il avait besoin de parler. Après le dîner, après avoir fait la vaisselle, après que la maison soit tombée dans ses rythmes nocturnes, Kenan se retrouva devant le placard du hall, celui où il gardait les choses qui étaient encore trop proches pour les laisser partir. Son uniforme de l'armée, ses bottes polies, ses médailles épinglées soigneusement sur un tableau en velours. Il se pencha pour prendre l'uniforme, ses mains stidies. Demain, pensa-t-il. Demain serait différent. Il étala tout sur son lit, la veste, le pantalon, les gants blancs, les rubans alignés en rangée parfaite. Le badge d'infanterie combat à la lumière de la lampe de chevet, brillant comme un rappel. Tu as mérité ta place, tu t'es battu pour ça. Ce n'était pas une question de vengeance, ni de faire du bruit, mais de leur montrer qu'il était vraiment et s'assurer qu'il ne l'oublierait jamais. Il s'assit lourdement sur la chaise près de la fenêtre, regardant les réverbères s'allumer un par un. Son reflet le fixait dans la vitre sombre, des yeux fatigués, des épaules carrées, un homme qui avait affronté des choses pires que cela et en était sorti plus fort. Kenan n'était pas du genre à agir sous la colère. Il croyait en l'ordre, en la discipline, mais le respect n'était pas quelque chose qu'on implorait. C'était quelque chose qu'on exigeait sans jamais élever la voix. Il se laissa aller contre le dossier de la chaise, le bois grinçant sous son poids, et ferma les yeux. Demain, il le verrait, pas à travers la suspicion, ni l'ignorance, mais à travers une vérité indéniable. Et aucune plaque ni arrogance ne suffirait à couvrir l'erreur qu'ils avaient faite. Mais pour cela, il devait être prêt à ce que tous les yeux de la ville soient rivés sur lui. Le matin arriva, lourd, traînant une fine couche de gris sur le ciel. Kenan était déjà levé lorsque la première lueur de lumière se faufila à travers les rideaux. Il n'avait pas beaucoup dormi, pas par colère, mais par concentration. Son esprit avait été occupé à tracer la carte de ce qui devait arriver. À 6h30, il était en train de boutonner son uniforme de cérémonie, le tissu rigide et familier sous ses doigts. Chaque pièce se mettait en place comme une armure, le pantalon repassé, la veste taillée, le laiton brillant contre le tissu bleu marine profond. Son badge d'infanterie combat était juste au-dessus des rubans, petit, simple, lourd de signification. Dans le miroir du hall, il ajusta sa cravate jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement droite, puis enfila ses bottes, si polies qu'elles semblaient presque faites de verre. En bas, Francine se tenait près de la cafetière, le regardant avec une fierté silencieuse et quelque chose d'autre, un trace d'inquiétude. « Tu es sûr de ça ?» demanda-t-elle en lui tendant une tasse de voyage. Kenan la prit et hocha la tête. « C'est la seule façon qu'il m'écoute. » La bouche de Francine se serra, mais elle n'argumenta pas. Elle posa simplement sa main sur sa poitrine, juste au-dessus des médailles. « Entre là-dedans comme l'homme que tu es.
Fais-leur voir. Je le ferai. Il ferma la porte derrière lui, le bruit du loquet résonnant plus fort que d'habitude. Ce n'était pas juste un autre trajet en ville. C'était un règlement de compte. Le trajet vers le bureau du shérif ne fut pas long. Bismarck n'était pas une grande ville, juste assez grande pour se perdre si on ne faisait pas attention. Lorsqu'il tourna sur l'avenue C, le bâtiment en briques apparut à l'horizon, le drapeau flottant dans l'air frais du matin. Kenan gara son camion à 2 places de l'entrée, coupa le moteur et resta là un moment, respirant lentement et profondément. Le poids de l'uniforme lui faisait du bien, le ramenant à la réalité. Quelques personnes traînaient dehors, un homme avec une fiche, 2 femmes qui déverrouillaient des vélos d'un porte-vélo. Elles ne le regardèrent pas au début, juste un jour comme les autres. Mais lorsque Kenan ouvrit la porte de son camion et en descendit, quelque chose changea. Les conversations s'arrêtèrent. Les têtes se tournèrent. Les yeux suivirent. Il ajusta ses gants, redressa ses épaules et marcha vers l'entrée sans se précipiter. Chaque pas était délibéré, chaque respiration mesurée. Dans le hall, l'atmosphère bourdonnait doucement avec des téléphones qui sonnaient et des voix basses. Un jeune adjoint derrière le bureau leva les yeux et se figea, les yeux grands ouverts. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda l'adjoint, la voix soudainement tendue. Kenan retira son chapeau, le glissa soigneusement sous son bras. « Je viens déposer une plainte formelle, » dit-il, la voix calme. L'adjoint avala sa salive. « Le chef Baudin est à l'intérieur. Je vais le prévenir. » Kenan hocha la tête une fois et se tint sur place, droit, au milieu du hall. En quelques minutes, des civils commencèrent à arriver derrière lui. Une femme payant une amende pour excès de vitesse, un homme demandant un permis de construire. Chacun d'eux s'arrêta en le voyant. Certains chuchotèrent. Une femme sortit son téléphone, prétendant faire défiler, mais enregistrant clairement. Le chef sortit. Quelques minutes plus tard, un homme maigre, aux cheveux clairsemés et aux yeux fatigués, jeta un coup d'œil à l'uniforme de Kenan et pâlit. « Bonjour, » dit Kenan froidement. « Bonjour, » répondit le chef Bowen, la voix légèrement tremblante. « Entrons dans mon bureau. » « Dans un moment, » répondit Kenan en sortant une feuille de papier pliée de la poche intérieure de sa veste. « Je dépose une plainte officielle contre le député Ude Coulson et l'agent Brent Marberry pour agression, arrestation abusive, violation des droits civiques. » Pointait la main du chef trembla lorsqu'il prit la feuille. « Compris, » murmura-t-il, et Kenan continua, laissant ses mots remplir la pièce. « J'attends une enquête complète, transparente, publique. » Le chef hocha rapidement la tête, presque en s'inclinant. Le député assis à son bureau rougit, une teinte rouge montant à son cou. Les gens continuaient de regarder, d'enregistrer, de murmurer, et Kenan se tenait là, tel un monument à chaque injustice qu'ils avaient essayé d'effacer. Il tourna sur ses talons, remit son chapeau et sortit sans attendre la permission. Le soleil brillant à l'extérieur lui frappa en plein visage, mais il ne broncha pas. La journée ne faisait que commencer et la ville était déjà en effervescence. Mais Kenan savait que ce n'était que la première fissure dans le barrage, et une fois que la vérité commencerait à fuir, il n'y aurait plus de retour en arrière. Les téléphones à l'intérieur du département du shérif n'arrêtaient pas de sonner après le départ de Kenan. À midi, ce qui avait commencé comme des murmures dans le hall se transforma en conversation à voix haute dans les rues principales, aux stations-service, dans les salons de coiffure. Les rumeurs se propageaient plus vite que le chef ne pouvait les contenir. À la cafétéria de Darla, au bout de la rue, les gens se penchaient sur leur tasse de café et murmuraient son nom. « Tu as vu ce qu'il portait ? Il ressemblait à un général entrant là-dedans. Il était temps que quelqu'un s'oppose à eux. » Pendant ce temps, Kenan rentra chez lui et attendit. Il n'avait pas besoin de crier ou de courir après les reporters. La vérité se diffusait d'elle-même désormais, comme une marée lente et inarrêtable. En fin d'après-midi, des camions de presse locaux commencèrent à surgir autour de la ville comme des champignons après la pluie. Une station de Fargo envoya une reporter, Jessica Mullins, directement à Bismarck pour couvrir l'histoire. Jeune, vive et ambitieuse, Jessica n'était pas du genre à laisser filer une bonne piste. Kenan répondit à son appel poliment mais fermement. « Je ferai ma déclaration après que le département ait répondu officiellement, pas avant. » La reporter accepta, et son ton montra qu'elle le respectait encore plus pour cela. Au département, le chef Bowen était dans son bureau, les mains sur son visage.
Le député Coulson faisait les 100 pas comme un animal en cage, tandis que l'agent Marberry regardait le sol, pâle comme un drap. « Ils sont en train de transformer ça en cirque », grogna Coulson en frappant son poing dans sa paume. « Il n'est même pas blessé », dit faiblement Marberry. Le chef Bowen releva brusquement la tête. « Tu as mis la main sur un homme sans vérifier son identité, tu as menotté un vétéran de l'armée en face de la moitié de la ville, et maintenant tu te plains qu'il n'est même pas blessé. » Personne ne répondit. Un coup frappait à la porte. C'était l'assistante du maire, rouge de colère et en sueur. « Le maire veut vous voir, » dit-elle au chef Bowen. « Maintenant, » ajouta-t-elle. Le chef jura sous son souffle, mais se leva. Il savait ce qui allait se passer. Pression, questions, demandes, et à en juger par la façon dont l'assistante se tortillait d'un pied sur l'autre, il était évident que le maire ne cherchait pas des excuses, il cherchait des têtes à rouler. Dans le parking, une foule commençait à se former. Certains tenaient des pancartes griffonnées à la hâte sur du carton. « Justice pour Kenan, nous soutenons nos vétérans, le respect se gagne. » Ce n'étaient pas que des noirs, non. Des vieux ranchers, des ados en casquette de baseball, des mères avec des tout-petits dans les bras. La ville avait vu l'injustice de près, et pour une fois, elle ne faisait pas semblant de ne pas l'avoir vue. Le principal du lycée de Kenan, M. Lenders, se rendit même sur place et parla à une reporter. « Kenan Rucker était l'un des meilleurs jeunes hommes que j'ai jamais enseigné, dit-il, la voix serrée d'émotion. Ce qui lui est arrivé hier, c'est une honte pour cette ville. » Chaque mot résonnait comme un marteau. Pendant ce temps, Coulson et Marberry étaient dans une petite pièce à l'arrière, écoutant à travers les murs fins. Chaque chant, chaque voix en colère venant de l'extérieur leur frappait plus fort que n'importe quel mandat de comparution. « Tu crois qu'ils vont nous virer » demanda enfin Marberry, la voix à peine audible. Coulson ne répondit pas. Il savait que c'était fini pour eux et qu'aucun insigne ne pourrait les protéger. Pendant ce temps, Kenan resta chez lui, assis à la table de la cuisine avec sa mère, mangeant une assiette de poulet rôti et de haricots verts comme si c'était un dimanche comme les autres. « Tu es fier de toi » demanda Francine en souriant doucement. Kenan haussa les épaules. « J'ai juste fait ce qu'il fallait. » Francine tendit la main et lui serra la main. « Tu l'as fait avec dignité, c'est ça qui compte. » Par la fenêtre, il pouvait voir les lumières des camions de presse clignoter dans la rue comme des étoiles lointaines. Kenan ne les regarda pas trop longtemps. Il n'avait pas besoin des projecteurs. La véritable part, la part importante, s'était déjà produite. Il se leva. Il les avait fait le regarder dans les yeux, mais demain arrivait et avec lui le véritable test. Le système allait-il se réparer de lui-même ou simplement enterrer l'embarras et faire comme si rien ne s'était passé? Le lundi matin, la petite ville de Bismarck semblait un peu moins petite. Les médias nationaux avaient repris l'histoire, d'abord les chaînes locales, puis des noms plus importants comme Channel 7 News, et même une apparition sur une émission matinale. Le visage de Kenan, debout et fier dans son uniforme, défilait sur des millions d'écrans de télévision. Personne ne s'intéressait plus aux magasins de matériel maintenant. L'histoire réelle était plus simple. 2 policiers avaient humilié un vétéran de l'armée sur le sol américain et les gens étaient en colère. Devant le département du shérif, la protestation avait doublé du jour au lendemain. Les gens avaient apporté des chaises de jardin, des glacières, des panneaux de protestation. Certains portaient des drapeaux américains, non pas comme une arme, mais comme un rappel. Un pasteur local, le révérend Cyrus Dalton, se tenait avec un mégaphone, sans crier, simplement parlant clairement et calmement à la foule. « Quand l'un des nôtres est traité comme moins que rien, dit-il, nous sommes tous traités comme moins que rien. » Kenan resta chez lui. Il ne se cachait pas. Il ne voulait simplement pas nourrir le cirque médiatique. Son téléphone n'arrêtait pas de sonner, des appels de ses anciens camarades de l'armée, de ses anciens professeurs, même d'inconnus venus d'autres villes. Le message est resté avec lui. Vous nous avez rappelé ce à quoi ressemble la force silencieuse. Merci. Pendant ce temps, à l'intérieur du bureau du shérif, les murs se refermaient sur le chef Baudin, qui n'avait pas d'autre choix que de mettre à l'écart le député Wade Coulson et l'officier Brent Marberry, en attendant une enquête externe. L'annonce fut lue d'une voix raide lors d'une conférence de presse organisée à la hâte, où le chef semblait préférer être n'importe où ailleurs. « Nous prenons ces accusations très au sérieux », déclara-t-il, les caméras capturant chaque regard nerveux derrière lui. Un représentant du bureau de la norme professionnelle de l'État se tenait là, tel une ombre, les bras croisés. Les journalistes lançaient des questions comme des balles rapides. Pourquoi les pièces d'identité n'ont-elles pas été vérifiées?
Les officiers feront-ils face à des accusations criminelles? Comment les habitants peuvent-ils faire confiance à ce département après ce qui s'est passé? Les réponses de Baudin étaient vagues et insatisfaisantes. Une femme au fond de la salle cria « L'auriez-vous menotté s'il était en uniforme ?» La pièce tomba dans un silence pesant. Baudin ne répondit pas. Il n'en avait pas besoin. À l'extérieur, la foule rugissait plus fort, des pancartes bondissant dans les airs, des enfants grimpant sur les épaules de leur père pour voir, des couples âgés s'appuyant l'un sur l'autre, secouant la tête de dégoût. Chez lui, Kenan était assis avec Francine sur le porche, sirotant du thé glacé. « Tu pourrais probablement te présenter à la mairie après ça, » plaisanta-t-elle. Kenan rit, un rire bref et réel qu'il n'avait pas ressenti depuis un moment. « Ce n'est pas mon truc, » répondit-il. « Je ne cherche pas à être le héros de qui que ce soit. »« Tu le es déjà, » dit Francine. Les voitures klaxonnaient en passant, des gens faisaient des signes de la main, des voisins apportaient des tartes, des casseroles, des enveloppes remplies de lettres de remerciement. C'était accablant, mais Kenan acceptait tout cela avec la même dignité silencieuse qu'il avait portée à travers ce moment horrible à l'extérieur du magasin de bricolage point plus tard dans la nuit. Assis seul dans le salon, il zappait entre les chaînes d'infos locales. Les images de lui debout dans le hall du bureau du shérif repassaient encore et encore. Il ne semblait pas en colère dans la vidéo, il semblait calme, comme un homme qui n'avait pas besoin de crier pour être entendu. Pendant ce temps, les commentateurs débattaient à l'antenne. Ce n'est pas qu'un homme, c'est un modèle, et c'est une question de respect. Un autre ajouta, quand quelqu'un comme le sergent-chef Rucker est traité de cette manière, cela rappelle à chaque vétéran et à chaque citoyen que leur service peut être effacé par l'ignorance en un instant. La conversation ne portait plus seulement sur Kenan, elle parlait du problème plus vaste. Les gens posaient des questions difficiles et refusaient de laisser ces questions être balayées sous le tapis. Mais Kenan savait que l'attention pouvait être une arme à double tranchant, et le vrai défi serait de s'assurer que cela ne s'estompe pas une fois que les caméras seraient rangées. L'enquête se déroula plus vite que quiconque ne l'aurait imaginé. 3 jours après que l'indignation publique ait atteint son apogée, le député Wade Coulson et l'officier Brent Marbury furent officiellement suspendus sans solde en attendant des audiences de licenciement. Ce n'était pas seulement la pression de la ville. Les organisations de vétérans de tout le Dakota du Nord inondèrent l'hôtel de ville de lettres, d'appels téléphoniques et de courriels exigeant une véritable responsabilité. Un groupe de marines retraités se rendit même de Minet pour organiser une veillée silencieuse devant la station pendant 24 heures consécutives, dans leurs uniformes rigides et impeccables sous le soleil. Kenan observait tout cela de loin, pas parce qu'il s'en moquait, mais parce qu'il savait que le projecteur pouvait déformer un homme s'il n'était pas prudent. Il accepta de donner une seule interview à Jessica Mullins de la chaîne 7. Rien de tapac sans grave-l'œil, pas de drame, juste lui, ses mots, et la vérité. L'interview se déroula au parc commémoratif, sous les vieux chênes près du monument aux vétérans. Kenan portait un jean et un simple t-shirt noir, sans uniforme cette fois. Il n'en avait pas besoin. Jessica posa la première question avec prudence. « Quand ils vous ont arrêté, qu'est-ce qui vous est passé par la tête ?» Kenan fit une pause, regardant l'herbe verte. « Je ne pensais pas à moi, » dit-il enfin. « Je pensais à toutes les fois où les gens n'ont pas la chance de prouver qui ils sont. À tous ceux qui n'obtiennent jamais le bénéfice du doute. » Jessica hocha lentement la tête. « Qu'est-ce que vous voulez que les gens retiennent de tout ça ?» Kenan regarda directement la caméra, la voix stable. « Le respect n'est pas quelque chose que l'on donne uniquement quand c'est pratique, » dit-il. C'est quelque chose que l'on doit à chaque personne que l'on rencontre, peu importe ce qu'elle ressemble, d'où elle vienne ou ce que l'on croit savoir d'elle. Le reportage fut diffusé ce soir-là. Pas de musique dramatique, pas de graphisme clignotant, juste les mots de Kenan, simples et forts, et les gens écoutèrent. Quelques jours plus tard, le maire présenta des excuses officielles lors d'une réunion de la mairie. Il appela Kenan un modèle de force et promit des réformes au sein du département du shérif, y compris une formation obligatoire sur les billets et des panels de supervision communautaire. Ce n'était pas parfait, cela ne réglerait pas tout, mais c'était un début. Lors de la même réunion, Francine Rucker se leva pendant la session de questions-réponses. « Mon fils n'a rien demandé de tout ça, » dit-elle d'une voix claire. Il n'avait pas besoin d'une foule derrière lui, il n'avait pas besoin d'une caméra dans son visage. Tout ce dont il avait besoin, c'était du respect de base que tout le monde mérite. La salle se tut. Kenan, assis 3 rangs derrière, baissa la tête un instant. Il ne pleura pas. Sourire, il laissa juste le poids de tout ça se poser, comme on le fait quand on sait que quelque chose de vrai a enfin été dit à haute voix.
Plus tard dans la semaine, Monsieur Dalton du magasin de pornographie le retrouva dehors, à Gradius Hardware, là où tout ce chaos avait commencé. « Tu as bien fait, fils, dit Dalton en tendant la main. Kenan la serra fermement. « Encore un long chemin à parcourir, Dalton acquiesça. « Peut-être, mais tu as déplacé la ligne, et c'est ce qui compte. » Kenan le regarda traverser le parking en sifflotant, sous sa respiration, saluant les passants. Petit moment, petit changement. Le changement ne venait pas d'un coup, mais par petits morceaux. Un regard, une poignée de main, une conversation commençait là où il n'y en avait avant que du silence. Alors qu'il montait dans son camion, Kenan pensa à tout ce qui s'était passé, à la main qu'il avait écrasée contre un mur, au visage qui détournait le regard, aux voix qui s'étaient enfin élevées. Le respect, il ne se donnait pas à cause de médailles ou d'uniformes. Il aurait dû être là dès le début, et quand il ne l'était pas, eh bien, parfois, il fallait se tenir là, calme et posé, et forcer le monde à vous voir pour ce que vous êtes. Mais Kenan savait que son histoire n'était pas seulement celle d'une bataille gagnée, c'était celle de s'assurer que personne n'ait à lutter seul dans cette même bataille, jamais encore. Les jours passèrent, puis la semaine. Le bruit se dissipa, comme toujours. Les caméras étaient rangées, les vents de presse partaient, même les foules se dispersaient, retournant au rythme de la vie d'une petite ville. Mais quelque chose resta différent à Bismarck. Ce n'étaient pas seulement les politiques réécrites ou les formations obligatoires mises en place dans tout le département, c'était plus silencieux que ça, plus profond. Les gens se regardaient plus souvent dans les yeux au supermarché, des inconnus hochetaient la tête un peu plus lentement, un peu plus délibérément. Les enfants apprenaient son nom à l'école, pas parce qu'il avait fait quelque chose de violent, mais parce qu'il avait tenu bon avec une force tranquille. Kenan le remarquait dans des petites choses, à la poste, une femme âgée qu'il n'avait jamais rencontrée lui donna une carte de remerciement sans dire un mot. À la station-service, le caissier qui ne levait jamais les yeux de sa caisse lui disait maintenant « Bonjour, sergent Rucker ». À chaque fois qu'il passait. Le monde n'avait pas changé du jour au lendemain, mais il avait bougé juste assez pour qu'on le ressente. Un soir, alors que le soleil se couchait et que le ciel devenait d'or brûlé, Kenan se tenait de nouveau au parc commémoratif. Il ne portait pas d'uniforme ni de costume, juste un jean, des bottes et un simple sweat gris. Il observait un groupe d'enfants qui riaient en se poursuivant à travers l'herbe, leurs sourcils légers comme des plumes. De l'autre côté de la rue, le révérend Dalton fermait son église, saluant Kenan avant de disparaître à l'intérieur. Francine le rejoignit quelques minutes plus tard, 2 cafés à la main. « Je pensais que tu pourrais en vouloir un, dit-elle en lui tendant une tasse. Il sourit, les rides autour de ses yeux se creusant. « Merci, maman. » Ils s'assirent sur le banc pendant longtemps, sans rien dire. « Tu regrettes quoi que ce soit ?» demanda-t-elle finalement. Kenan secoua la tête. « Pas du tout. » Francine siffla son café. « Tu n'as pas juste défendu toi-même, tu as défendu tous ceux d'entre nous qui n'ont jamais eu les mots ou l'occasion. » Kenan ne répondit pas immédiatement. Il laissa juste le poids de ses mots se poser, lourd mais bon. « Tu ne peux pas changer les cœurs des gens du jour au lendemain, dit-il enfin, mais tu peux leur montrer à quoi ressemble le respect. Tu peux leur tendre un miroir et les forcer à se regarder eux-mêmes. » Francine sourit. Et parfois, ça suffit pour commencer quelque chose de plus grand. Ils regardèrent le ciel se fondre en bleu plus sombre, les premières étoiles émergeant. Kenan pensa aux hommes qui lui avaient mis les menottes, pensa à quel point il aurait été facile de se laisser emporter, de répondre à la haine par la rage, mais il ne l'avait pas fait. Parce que la dignité n'était pas quelque chose qu'on demandait, c'était quelque chose qu'on portait en soi, même lorsque personne d'autre ne la reconnaissait. Et c'est ce qui faisait toute la différence. Alors qu'ils finissaient leur café, Kenan se leva, s'étirant le dos. Demain serait un autre jour, plus de travail à faire, plus de leçons à enseigner, pas en criant, mais en vivant la vérité à chaque pas. Avant de repartir vers le camion, il se tourna vers le parc désert, la ville qui s'assombrissait et le ciel ouvert. « Le respect, dit-il à voix basse, commence ici. » Et il posa une main sur sa poitrine, juste à l'endroit où tous les années, toutes les leçons, toutes les batailles qu'il avait combattues, vues et invisibles, étaient toujours présentes. La vie vous lancera toujours des moments où vous avez un choix, réagir avec colère ou répondre avec force. Le respect n'est pas seulement gagné, il est exigé à travers la manière dont vous vous portez, même lorsque personne ne regarde. Si cette histoire vous a touché, prenez un instant pour réfléchir au type de monde que vous aidez à construire avec vos mots, vos actions, votre silence, et si vous croyez qu'il faut se tenir debout pour la dignité, même lorsque c'est difficile, appuyez sur le bouton d'abonnement et partagez cette histoire.
Soyons la différence ensemble.